C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé publiquement à lutter contre la corruption. Un plan national pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption est lancé en 2013 et un certain nombre d'institutions sont mises en place telles que la brigade de lutte contre la corruption en 2012, la haute autorité pour la bonne gouvernance en 2014 et l'unité de lutte contre le racket en 2012. Quelles avancées dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire? On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Cyril Gouali Yokrogué. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Merci. Vous êtes énarque, auteur et sociologue du développement. C'est bien cela. Nous allons donc bénéficier de votre expérience, de votre analyse sur la question de la corruption. On a cité un ensemble de mesures qui ont été prises par l'État. Un décret en 2013, une brigade de lutte contre la corruption, la haute autorité de la bonne gouvernance. Alors, de votre point de vue en tant que sociologue et surtout un auteur sur ces questions, qu'est-ce que ces instruments de l'État ont apporté de façon considérable? D'abord, je voudrais saluer ces actions qui ont été entreprises par l'État dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais à l'observation de ce qui se passe sur le terrain, je peux déduire qu'elles sont pour l'instant inefficaces. Voilà, c'est pourquoi, de nos jours, quand tu parles par exemple de la lutte contre la corruption, tu es perçu comme une personne très déconnectée de la réalité, une personne étrange qui ne sait pas ce qu'elle dit. Pourtant, l'État mène des actions pour lutter contre la corruption. Donc cette contradiction-là est pour moi un indicateur qui montre que ces mesures sont pour l'instant inefficaces. Alors pourquoi vous dites-vous que c'est inefficace quand parfois dans les bilans on montre le nombre de personnes qui ont été sensibilisées, on parle des actions de terrain, on va vous dire dans l'administration et la dématérialisation, ainsi de suite, et qu'on vous donne peut-être des chiffres par rapport aux indices. La Côte d'Ivoire a gagné peut-être 10 points et puis on souhaite qu'en 2030 on puisse passer de 40 points à 50 points. Pourquoi? Dans mon cas, je préfère juger l'efficacité d'une politique de lutte contre la corruption par rapport à l'impact qu'elle a sur le comportement des gens. D'accord. Présentement, je ne sens pas que les comportements sont plus orientés vers la légalité. C'est pour cela que pour moi, ces mesures sont inefficaces. D'accord. Revenons donc à une œuvre que vous avez produite qui est intitulée La politique de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Vous avez eu le temps certainement de regarder les faiblesses que vous avez déclarées, faiblesses sociologiques, vous avez vu les comportements des populations, des corrompus, des corrupteurs, et vous avez fait une proposition. Ce que vous avez proposé pour vous, qu'est-ce que ça va apporter comme souffle nouveau, surtout sur le changement des comportements? Merci. Ma proposition de loi va apporter beaucoup de changements. Si ma proposition de loi est acceptée, la Côte d'Ivoire deviendra un pays où la corruption appauvrira au lieu d'enrichir. La Côte d'Ivoire deviendra un pays où on peut être récompensé et protégé par l'État si on dénonce une personne qui nous demande de commettre un acte illégal. La Côte d'Ivoire deviendra un pays où on peut être protégé et récompensé par l'État si on dénonce une personne qui a commis un acte illégal qu'on lui a demandé. Et la Côte d'Ivoire deviendra un pays où on peut être protégé et récompensé par l'État si on dénonce les membres d'un réseau corrompu auquel nous appartenons bien évidemment. Quels sont les moyens de mise en œuvre effective de cette proposition? Parce qu'on a tellement de lois en Côte d'Ivoire qui ont été prises, interdiction de fumer dans les lieux publics, interdiction de produire les sachets plastiques, le téléphone portable au volant. Et souvent le sentiment que beaucoup de personnes ont, c'est que la loi elle est prise, elle n'est pas promue, il n'y a pas beaucoup d'actions pour pouvoir... Vous savez, et je l'ai dit dans mon ouvrage, pour qu'une loi soit efficace, il faut 4 conditions. D'abord, vous savez, quand un être humain agit, c'est sur la base de 2 choses. Sur la base de l'intérêt et sur la base du risque. Certes, on propose des lois, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on gagne à respecter ces lois-là? Maintenant, quand on viole ces lois, à quoi on s'expose? Généralement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à respecter les lois qui sont mises en vigueur. Donc, ça fait qu'il y a plus d'intérêt à les violer. C'est pourquoi les lois qui sont présentement mises en vigueur ne sont pas efficaces selon moi. Revenons sur l'éducation de la population, sur les formes de corruption active, passive et protégée. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes les sensibilisations qui sont faites à l'autorité de la bonne gouvernance, on a vu une plateforme pour pouvoir dénoncer les actes de corruption, il y a des efforts qui ont été faits au niveau du ministère
de la fonction publique, la modernisation de l'administration, pour qu'il y ait une dématérialisation de l'administration. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait? J'ai dit dans mon livre qu'on ne transforme pas un pays par la sensibilisation. Après, je ne dis pas que la sensibilisation est inutile, mais je dis qu'on ne transforme pas un pays par la sensibilisation, mais en changeant le système qui l'organise et le fait fonctionner. Pour moi, la première action à poser quand on veut lutter sincèrement contre la corruption, c'est de changer l'organisation et le fonctionnement de l'État. Bon, nous, dans notre cas, on ne met pas l'accent sur l'organisation et le fonctionnement de l'État. On s'appuie plus sur la sensibilisation. On fait plus de sensibilisation qu'on ne lutte effectivement contre la corruption. C'est un fait que j'ai déploré dans mon ouvrage. Des sensibilisations au cours desquelles on dit ne faites pas ceci, vous êtes exposé à cela. Oui, ça ne suffit pas. Il faut vraiment des actions fortes, des sanctions. Il faut que les sanctions soient correctement appliquées. Il faut vraiment des actions fortes. Et c'est à ce niveau-là qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts. D'accord. Vous avez dit quelque chose certainement de très intéressant. C'est une chose sur laquelle on devrait pouvoir revenir. Vous dites que si la lutte contre la corruption, elle est bien menée, la corruption permettra d'enrichir. En fait, quand on dit la corruption, c'est pas les actes de corruption qui vont permettre d'enrichir. C'est ce qu'on perd quand les actes de corruption sont commis. Alors, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire perd quand la corruption est à outrance? Bien sûr. Aujourd'hui, nous payons de l'acheter de la vie. Voilà, c'est une des conséquences de la corruption, puisque l'État doit augmenter les taxes, augmenter certains impôts pour compenser tout ce qu'il perd à cause de la corruption. Et quand on parle de pertes liées à la corruption, ce n'est pas seulement au niveau financier. La corruption, elle a des conséquences au niveau même de l'état des droits. Elle a même des conséquences sur la puissance des institutions et du système judiciaire. Certains chiffres parlent de 1000 milliards annuellement. Oui, annuellement, oui. Mais ces chiffres varient, c'est pourquoi je n'ai pas voulu citer de chiffres. Il y a certains qui parlent d'1 milliard de milliards par an, par contre d'autres parlent de 2 milliards de milliards par an. Bon, ça varie, mais en tout cas, la Côte d'Ivoire perd beaucoup d'argent à cause de la corruption par an. Vous êtes sociologue, vous avez certainement écouté les populations, vous connaissez leur comportement. Qu'est-ce que les populations attendent de l'État? Je pense que les populations attendent de l'État plus de volonté, plus d'actions concrètes. Je pense que les populations attendent de l'État qui mette véritablement un système politique qui permettra d'affaiblir la notion d'intouchable. Oui, où il sera possible, par exemple, de juger un ministre qui est impliqué dans une affaire de corruption, ce qui, pour l'instant, ce serait un message fort. Un message très fort. Pour dire que nul n'est à l'abri. C'est cela. Nul n'est censé ignorer la loi. Cela est faiblement possible dans notre système politique actuel. D'accord. Ça, c'est ce que les populations, entre autres, attendent de l'État de Côte d'Ivoire et de nos dirigeants. Mais qu'est-ce que les populations aussi doivent faire en termes de responsabilité citoyenne? Merci. J'ai dit souvent que ce qui développe un pays, ce n'est pas la quantité de ses richesses, mais la qualité de sa gestion. La Côte d'Ivoire est déjà un pays riche. Le seul défi qu'elle a à relever pour devenir un pays très puissant, c'est la bonne gouvernance. Donc déjà, nous devons accepter de relever le défi de la bonne gouvernance. Et c'est à cela même que j'appelle le peuple ivoirien dans son ensemble. Sinon, tous autant que nous sommes, avons déjà commis, je pense, au moins un acte de corruption dans notre vie. Mais nous devons comprendre que la corruption n'est pas la voie par laquelle nous pouvons réussir à développer la Côte d'Ivoire. Seule la bonne gouvernance, la légalité, la transparence dans la gestion de nos affaires publiques permettront à la Côte d'Ivoire de devenir un pays développé, pourquoi pas. Au niveau de l'enseignement, quel est le mal que cela crée quand en relation enseignant-apprenant, il y a des formes de corruption, parfois pour avoir une note pour passer en année supérieure, etc. etc. Oui, bon, dans mon ouvrage, j'ai aussi parlé des conséquences de la corruption. J'ai également évoqué ce fait. J'ai dit que si la jeunesse ivoirienne a un goût très élevé pour le divertissement et l'amusement, c'est en grande partie à cause de la corruption. Car pourquoi je vais me fatiguer à étudier, à m'instruire, si grâce à la corruption, je peux accéder à un emploi public ou à certaines opportunités. Donc la corruption affaiblit l'intérêt de l'étudiant, de l'apprenant pour l'effort, pour l'instruction.
Et du coup, ça affaiblit le capital humain. Il faut mettre donc fin à toutes les formes de facilité, de corruption, encourager au travail la discipline, pour que surtout les jeunes apprennent de leurs aînés, les plus jeunes apprennent de leurs aînés également, pour que la Côte d'Ivoire se développe. Merci Cyril Gwali Yokro-Ogué, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes énarque, auteur et sociologue du développement. Avec vous, nous avons parlé de la lutte contre la corruption et les avancées en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.